Et hop, on est en direct, si je dis pas de bêtises. Bonjour tout le monde, rebonjour pour certains qui étaient là un peu plus tôt pour l'interview de Zerator. On est de retour, c'est deux émissions sur Twitch, sur la chaîne de l'équipe en une journée, c'est pas arrivé depuis, c'est jamais arrivé je crois. Et merci d'être là avec moi ce soir pour parler donc du MSI, des chances entre guillemets de l'Europe, de G2, mais surtout essayer de décrypter un petit peu le niveau et ce qu'on peut attendre de l'Europe et notamment de G2 qui entre en lice vendredi au MSI après le match de Fnatic en main event ce matin. Corentin, salut Corentin, comment ça va? Salut, bon, ça va très bien. Zaboutine est là également, le matin pour toi, de l'autre côté de l'Atlantique, comment ça va? Ça va tranquille, ça tourne au café, Ouais. début de journée. Ouais. T'as pas encore pu revoir le BO de ce matin. Je le revois juste après, ouais. Ouais, on enverra tout le monde le regarder quand on aura fini. Et Mephisto avec nous également. Toi, t'as pu le regarder le BO de ce matin, Mephisto, comment ça va? Alors, je l'ai pas regardé tout à fait en live puisque j'étais en train de peindre, mais ensuite je me suis repassé les parties et en gros je suivais en même temps que je peignais, mais ensuite j'ai regardé les parties pour pouvoir avoir un avis pertinent. Comme je disais, voilà, on lance ces petits rendez-vous, disons, sur Twitch qu'on conçoit de manière un peu verticale, c'est-à-dire qu'on fait le live sur Twitch, ensuite on met le replay sur YouTube et on en fera un article ensuite sur le site de l'équipe qui se veut un peu, voilà, avant l'entrée en liste de G2, essayer de comprendre si on peut s'attendre à quelque chose ou pas. Mais avant de parler de G2, alors même si Zap a pas encore vu le BO, je vais donc lancer un peu Mephisto en premier là-dessus. On a l'impression ce matin d'avoir vu le Fnatic qu'on attendait, et même en ayant le Fnatic, probablement celui qu'on voulait voir, c'est-à-dire peut-être le meilleur Fnatic qu'on pouvait voir, à toi de me contredire ou pas, on se retrouve face à un mur à nouveau. C'est un peu le sentiment qui s'est dégagé de toi, de ton analyse de ce BO de ce matin. Alors, quand j'ai regardé du coup quand j'ai regardé sérieusement la game 1, j'ai trouvé que la partie était terminée à 5 minutes parce que il s'est passé des choses qui normalement se passent pas dans les games compétitives, qui est que les trois lanes ont gagné en fait. Donc il y a eu un lane swap qui a été initié et la botlane Fnatic s'est retrouvée à lane contre une botlane qui avait déjà base, donc avec item advantage. La mid lane s'est fait forcer son flash par Corki sur une transition de niveau 4. Donc Talia contre Corki, le Corki a forcé le flash de la Talia en 1v1, en pur 1v1. Et en top lane, c'est pareil, il jouait Camille dans Cassante et pareil, back advantage avec Ruby Crystal et il a pas réussi à crash sa wave, il a dû flash out. Donc sur les quelques premières minutes de lane, bon, c'était dur. C'était difficile. Ouais. Ensuite, je sais pas si tout au long du BO, ils se sont... Ouais, tu verras, Zab. Si tu fais un peu attention aux détails, t'es en mode genre, ah ouais, bah ouais, en fait, ils arrivent juste pas à crash leur wave et à pas perdre leur lane, quoi. Comment tu l'expliques ça au-delà de ce qui s'est passé après dans le BO, parce qu'on va pas spoil Zap de 1 et de 2, ça serait l'exclure un peu de cette discussion et on n'a pas envie de l'exclure. Comment est-ce que, à nouveau, j'ai envie de dire, on a l'impression de poser cette question à chaque rendez-vous international, mais c'est vraiment purement et simplement une question pour toi ou pour vous, même de niveau individuel aujourd'hui. Le gap, on en a longtemps parlé, est beaucoup trop élevé. En fait, je me posais la question, si tu regardes les deux équipes, si tu regardes Fnatic contre Gen.G, est-ce qu'il y a un joueur de Fnatic que tu remplacerais pas s'il n'y avait pas de barrière de langue par les joueurs Gen.G? Sans le papier, bah non. Ouais. Donc pourquoi il gagnerait? Et je peux te faire la même chose sur T1 contre G2 qui est demain, je crois, ou après-demain. Ouais, mais bon. Il y a peut-être, si je peux me permettre, il y a un truc que l'audience doit comprendre sur League of Legends qui est super. C'est vraiment la nature profonde de LoL. C'est qu'en fait, les mouvements de cartes commencent à arriver à partir du moment où les joueurs arrivent à se débarrasser de la contrainte de devoir être sur leur lane à taper des sbires. Pour faire ça, il faut réussir à gagner suffisamment d'interactions contre votre adversaire pour pouvoir faire en sorte qu'il renonce à contester le fait que tu envoies ta wave vers sa tour. Et ça demande de gagner des interactions de lane.
Donc ça demande d'éviter des sorts, ça demande de se déplacer en donnant l'impression qu'on va aller par exemple taper un sbire et ensuite reculer pour bait un sort et profiter du cooldown du sort qui est de 3 à 4 secondes pour aller taper des sbires. Tous ces enjeux-là, qui ressemblent beaucoup plus à, je sais pas, WoW Arena ou un jeu de bagarre comme Street Fighter ou Tekken, ces interactions-là, elles ont lieu. Malheureusement, étant donné qu'il y a 3 lanes, le broadcast n'a pas le temps de s'arrêter sur ces interactions-là. On n'a pas non plus accès au ProView pour vraiment pouvoir montrer toujours à l'audience ce genre d'interaction. Mais quand tu as des joueurs qui permettent de défendre en permanence le fait que tu puisses te libérer de ta wave pour aller voir tes teammates et créer des avantages numériques, tu ne peux pas jouer au jeu. Et cette différence-là, la qualité de laning, elle est énorme entre le serveur coréen et le serveur européen. Ouais. Donc ça veut dire qu'en moyenne, même un très bon joueur européen n'est jamais puni pour les mêmes erreurs qu'un joueur coréen. Et par exemple, un type comme Chovy punira 99% des erreurs qu'un joueur européen fera. Là où en Europe, j'ai regardé beaucoup de solo queue européennes en travaillant avec des joueurs européens. On va dire il y a 70-60% des erreurs qui sont punies. Ouais. Donc ils n'ont pas l'habitude, les joueurs européens, d'arriver et de gagner une lane face à des joueurs qui sont capables de défendre leur wave aussi bien. Et donc on se dit ils ont rien fait dans la game, mais c'est essentiellement dû à la différence individuelle. Ouais, ce qui est intéressant, c'est peut-être que tu voulais rajouter un truc Fisto là-dessus. Et en fait, je voulais revenir à ce que me disait Bouipo il y a 2-3 jours. Il me disait, quand tu t'entraînes contre des lows, quand tu te fais pas punir. Donc ça ne t'apprend rien. Les choses ne... C'est pas que t'apprends pas, c'est ok, tu vis la situation, mais tu n'es pas puni autant. Et puis en plus, tu sais quoi, tu solo kill le mec alors que tu devrais pas, et en fait tu te sors d'une situation dans laquelle tu étais échec et mat, tu vois. Le mec en face blunder et du coup tu récupères sa dame. Mais le problème c'est que contre les bons joueurs, une fois qu'ils t'ont attrapé par le petit doigt, ils te grignotent tout le bras, quoi. C'est pavlovien, c'est-à-dire que si tu es entraîné à être récompensé pour prendre des risques que tu n'es pas censé prendre, tu vois, d'un point de vue pavlovien, tu es encouragé par le game design de ta région à prendre des risques que tu n'es pas censé prendre. Et après, tu tombes contre le boss de fin. Là, tu passes de Super Mario à Dark Souls et tu dis, mais attends, je comprends pas, j'ai pas 15 roulades, non, t'en as une, et si jamais tu fais une erreur, t'es one shot. Et c'est à peu près ce qui se passe à chaque fois que les équipes occidentales partent à l'international. Ouais. Le sort, finalement, celui-ci, tu l'évites pas. Ouais. Il te touche. Le stun de Syndra te touche. Tu meurs. En Europe, tu aurais évité le sort et tu aurais crash ta wave. Pas de bol. Ce qui est intéressant, c'est qu'on nous avait un peu vendu le fait que on pouvait peut-être essayer d'éviter, justement, de minimiser au maximum le genre d'interaction qu'on pouvait avoir, notamment avec tout ce qui a été swap lane, etc. Sur ces MSI. Entre autres, ouais, mais même en enflammant un peu la partie, tu vois, on disait un peu qu'il ne doit plus jouer la bagarre, Fnatic par exemple. Et finalement, pour l'instant, ça n'a pas été hyper concluant, quoi. Vous pensez que c'est une solution viable d'essayer d'un peu d'imposer son style aux équipes coréennes? Moi, je pense que oui. Je pense que, comme dans un jeu de versus, si jamais l'adversaire ne connaît pas le match-up, tu peux le knowledge check. La réalité, c'est que sous l'iceberg des top joueurs coréens qui jouent contre d'autres top joueurs coréens, il y a un niveau intermédiaire qui existe sur les très très bons serveurs, qui est le niveau, qui est la couche des OTP. Beaucoup de nos joueurs, quand ils vont faire des bootcamps, se heurtent à ça. C'est-à-dire que tu as un type qui joue que Kled Jungle. Il a 11 000 games de Kled Jungle, et si tu es jungler pro, tu peux t'appeler Razor, tu peux t'appeler Yike. Si en face, le mec, il te force dans ta jungle à la minute 4 parce qu'il a un timing et que tu le connais pas, tu peux pas monter. Et donc, on voit beaucoup de joueurs comme ça occidentaux se faire bloquer dans les solo queues à très haut niveau. Et c'est pour ça que même si on a l'impression qu'on peut les sortir de prep, la plupart des top joueurs coréens ont déjà passé la couche des OTP. Et donc, pour les sortir de prep, il faut vraiment aller chercher quelque chose de derrière les fagots. Le problème, c'est combien de temps d'entraînement sur ces pics atypiques les Européens peuvent se permettre de dépenser, parce que le temps, c'est une ressource hyper importante dans le processus d'entraînement d'une équipe, pour arriver avec un niveau suffisant si jamais la draft est standard, et un niveau suffisamment bon pour sortir les Coréens ou les Chinois de préparation. Ça demande quasiment 2 fois plus de temps, sachant que eux, en plus, ils peuvent jouer contre ces champions-là en solo queue. Donc c'est très difficile. La question de sortir les adversaires de prep, elle marche quand tu as des très bons fondamentaux. Tu vois, Carlsen, il peut casser l'opening d'un adversaire, parce qu'il sait très bien que sans prep, à non-prep contre non-prep, il est meilleur. Est-ce qu'en non-prep contre non-prep, Humanoid est meilleur que Chovy? Voilà, c'est la question ouverte. Et là, d'un seul coup, on se dit, peut-être pas. Du coup, est-ce que c'est vous prenne Cartus bot? Alors, pour revenir là-dessus, en fait, il y a un playstyle qui est genre l'agression stupide
ok, ça peut marcher, tu peux peut-être les chambouler, ça peut marcher. Et après, il y a effectivement le knowledge check. Et il y a beaucoup de victoires européennes sur les équipes asiatiques qui sont avec certains champions qui sont dans la partie. Ouais. Que ce soit Bwipo avec son Singed, Bwipo avec son GP où il gagne le match-up contre Vladimir, etc. Et puis on peut revenir aussi sur le Pike Top. Enfin, vous imaginez, vous êtes en tournoi, Wunder il sort son Pike Top, t'as jamais joué contre. Tu connais pas les timings de kill, tu connais rien en fait. Tu sais pas si ce que tu es en train de faire c'est bien, donc tu es en plein doute. Tu chunk le mec, il se régène dans le buisson. Enfin, c'est quoi cette merde? Et ça, tu peux dans l'échec. Et les grosses victoires aussi de G2 tout 2019, c'est quoi? C'est le Pike Top, c'est la Syndra Bot, c'est Syndra Bot, c'est le Yasuo Bot. Tu vois, en fait, ce sont les équipes asiatiques qui ont perdu au MSI en se faisant cheese. Et qui ensuite, du coup, sont venus se battre sur le terrain de G2. Avec le Yasuo, la Syndra, etc. Il y a des mecs en Corée qui ont sans doute passé du temps à s'entraîner là-dessus. Mais c'est juste que c'était un joueur spécifique, Perkz. Il apportait quelque chose, il se battait pas sur le même terrain, il se battait pas avec les mêmes armes, en fait, en bot lane. Puisque lui, à tout moment, il pouvait dégainer sa Syndra ou dégainer son Yasuo. Donc, pareil pour Mickey, qui avait son Gragas, etc. Donc, je pense qu'il y a effectivement moyen de cheese. Et il y a des joueurs qui sont très successful. Hein. Pendant les Worlds 2019, c'est pareil, il y a l'autre mec qui sort son Nautilus mid. Ouais. Je sais pas s'il y avait beaucoup d'équipes qui jouaient ça. Mais si tu trouves ton truc fort et ton truc qui t'appartient à toi, et que tu commences à gagner avec, en fait, les gens sont obligés d'être en position réactive. Et du coup, là, ça apporte une vraie force. Donc, quand on voit G2 qui est en Europe, ils utilisent un petit peu la même strat G2 en Europe, où à un moment ils sortaient le Kled, à un moment, enfin, ils ont toujours des petits trucs en plus, le Zac Top, des trucs comme ça. Mais il faut qu'ils réussissent à tanker le fait qu'ils vont perdre beaucoup de scrims et à pas perdre confiance en eux et confiance en le fait que c'est une bonne solution et à pas juste devenir une copie plus faible. Juste une copie plus faible du style asiatique en termes de draft, parce que si tu te bats avec leurs armes et t'es juste moins rapide, moins fort, moins endurant, bah t'as peu de chances de gagner, quoi. Puis eux, de toute façon, ils ont beaucoup plus joué contre des mecs qui jouent d'ailleurs mieux les champions que toi, et beaucoup plus, puisque ils travaillent plus. Tout ça, c'est quelque chose qu'on a souvent entendu, notamment l'année dernière dans le discours de G2, mais est-ce qu'on peut cheese durablement? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut créer suffisamment de choses pour réussir à faire tomber l'Asie? Et est-ce que, j'ai envie de détendre un peu ma question, est-ce que c'est viable à même ne serait-ce que moyen terme? C'est-à-dire que, est-ce qu'à un moment, on peut se dire que c'est comme ça qu'on va réussir à battre l'Asie de manière régulière? Je pense que c'est quasi l'unique façon. C'est pas en se battant à armes égales. Dans Dota, par exemple, il n'y a pas un mec qui a joué IO à des carry ou je ne sais quoi. Les mecs en face, ils avaient peut-être jamais joué contre ça, tu vois. Donc, et en termes de cheese, bah, il faut que chaque joueur ait 2-3 cordes à son arc. Et ensuite, tu deviens extrêmement chiant à jouer contre. C'est ça le truc. Et tes cheese, en fait, sont pas forcément des choses si différentes. C'est juste un ou deux champions qui changent dans la draft qui font que c'est spécifique. Pour gagner sur League, tu as besoin d'un timing fort, en fait. La manière dont League est quasiment toujours résolue en début de partie, c'est d'avoir 2 points de pression sur la carte, avec un qui converge vers l'autre. Généralement, c'est le mid vers un side, c'est la manière la plus solide, mais après, bon, avec la TP, etc., le but, c'est pas de rentrer dans les détails. Ce qui est important, c'est de connaître, si tu as un timing fort que tu peux imposer à ton adversaire et te déplacer et créer une action franche qui va te donner un avantage, la nature profonde de League of Legends, c'est qu'une fois que tu as un avantage, théoriquement, tant que tu fais pas d'erreur, ton adversaire peut pas le récupérer. Et donc après, c'est de comment conduire ta game jusqu'au moment où tu casses le nexus adverse à partir de cet avantage initial. Il y a 2 parties à ça. La première, c'est de savoir avoir un timing que les adversaires ne connaissent pas. Donc ça, c'est dans la recherche du champion magique qui peut justement surprendre les équipes asiatiques. Mais il y a une partie, par contre, de boulot qui est de savoir conduire la game jusqu'à son terme avec l'avantage. Par exemple, les G2,
ils avaient ce Braum Kog'Maw qu'on a beaucoup vu dans les 2 années précédentes, qui était un truc un peu propriétaire. Ils ont essayé de le sortir au Worlds et on a senti que ils avaient, même s'ils prenaient un avantage avec, la manière de conduire leur game jusqu'à son terme, il y avait encore des trous à l'intérieur. Et le problème, c'est qu'une fois que les adversaires récupèrent le lead dans la game, c'est toi qui es en réaction. Donc, c'est pas suffisant de juste sortir de prep ton adversaire. Il faut réussir à terminer la partie. C'est pour ça que j'aimais bien l'analogie de Carlsen. Il est très très fort dans les finales. Donc lui, il s'en fout en fait. À la fin, quand tu es en finale, c'est-à-dire quand il reste plus que les T3, les T4, les inhibiteurs, et qu'il faut conduire ton adversaire, de l'emmener au dragon, puis TP dans sa base et tout, c'est un spécialiste. On n'a pas eu beaucoup d'équipes européennes dans l'histoire qui avaient des très 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 bons calls de late game. On en a mis quelques-unes. Je pense à justement G2 en 2018, G2 en 2019. On avait à l'époque Soaz, etc. Ces calls-là, c'est des calls que même les équipes asiatiques font pas nécessairement, mais qui te permettent de gagner une partie. Donc il y a 2 points de travail. C'est il faut travailler le jeu de base, les fondamentaux, la macro pour être capable de terminer ta game et aussi exécuter ton play début de partie. Et à côté de ça, faut avoir ta pile de champions magiques qui te permettent de sortir des trap cards quasiment à chaque draft pour que les adversaires se disent qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on banne. Et ça demande énormément de travail et je sais pas si le système européen et la solo queue européenne permettent de développer ça. Ce qui est intéressant, c'est quand même que G2 a en tout cas dit en interview plusieurs fois qu'il travaillait surtout sur la deuxième partie cette année, sur la partie macro. Alors après, à quel point est-ce que c'est possible de travailler là-dessus en jouant LEC et avec les partenaires de scrim qu'on a, on va vite le savoir, mais ça va être dur à dire. Mais en tout cas, ils ont un peu changé leur fusil d'épaule, où l'année dernière, ils travaillaient beaucoup leurs early game, pardon. Mm-hmm. Là, ils insistent beaucoup sur le late game, apparemment, en tout cas, de ce qu'ils en disent. Ouais. Ah, le mid-late game, ouais. J'ai un avis là-dessus. Vas-y, je m'attendais à ce que tu le donnes. J'attends de les voir jouer pour voir si ils sortent de la phase de lane avec les jambes coupées ou pas, quoi. Puisque si on t'a coupé les jambes, même si t'es vachement fort au tir au but, c'est plus dur avec la tête, quoi. Plus difficile. Ouais. Si t'es pas en position de tirer, si t'as pas la balle, quoi. Donc pour moi, le jeu passe profondément par l'early game. Et le problème aussi, j'ai parlé un petit peu aussi avec Mickey X. Il m'a dit qu'il essayait de prendre les scrims plus sérieux et de pas les rendre trop fiesta, et que ça se passait plutôt bien contre les équipes, sauf contre Vitality, je crois, que c'est toujours un bain de sang. On se demande pourquoi. Ouais. Peut-être la botlane, je ne sais pas. Peut-être le j'en sais pas plus. Ma supposition personnelle, c'est que c'est la botlane avec Karzi et Lisang contre Mickey X. Il doit y avoir des bains de sang. Mais a priori, ils essaient de prendre une approche plus calme, moins limite test per bas en scrim. Ce qui va avoir tendance à limiter à la fois leur capacité à voir les situations spécifiques en early game, mais aussi peut-être à avoir moins de gros avantages et donc avoir des parties plus réalistes à jouer en mid game en scrim. Mais je pense que c'est toujours la même chose. C'est en Asie, sans doute que BLG scrim T1 et Genji en permanence, et nous ils scrim qui? L'équipe qui s'est fait 3-0 par Genji. Oui, donc on en revient à ce problème de fond qui est que, la première question qu'on a posée, qui est que le niveau global, peu importe les cheese qu'on arrive à mettre en place contre l'Asie, et l'eau, ce serait offensant, mais est trop bas par rapport à ce qu'on voit en Chine et en Corée du Sud. Est-ce que vous, dans votre... on a essayé aussi, tu sais, d'importer les coachs asiatiques, hein, mais ça marche pas de ouf. Coach même si certains ont coach FPX, RNG, etc., ils sont pas assez bons pour être assistants coach en Europe, donc... Oui, alors on en vient poser la question, quelle est l'influence des coachs sur le niveau global dans une région? Je sais pas, je saurais pas dire. C'est difficile. J'ai un avis, je pense que le coach ne dépasse pas... Si on était des docteurs et qu'on faisait de la biologie, on dirait que ça dépasse pas le placebo. Ouais. Je pense que c'est le maximum, c'est la conclusion maximum qu'on puisse faire. Et on a plein de cas qui corroborent cette théorie. Par exemple, moi, quand j'étais encore coach à l'époque, on avait chez EcoFox, on avait Song, coach qui avait fait 10e, qui était vraiment pointé du doigt par les fans, par la ligue. Mais pourquoi on importe des coachs coréens?
Bon, il a quand même gagné les Worlds en 2022 avec DRX, qui est considéré comme le plus grand upset. Donc, si jamais une équipe qui n'arrive pas à performer sur le papier gagne les Worlds, c'est qu'il doit avoir un super coaching staff. Mais comment ça se fait? Ils ont fait 10e. Bon, bref. Ouais. Tu vois très bien et l'année d'après, ouais. Sang a fait 10e place en LCS. Ouais, c'est exactement 2023 avec FlyQuest. C'est vrai. Donc, tu vois, c'est un coach. Je pense que l'importance du coaching staff, c'est la place qu'a ton management et ton staff dans la tête d'un joueur qui performe bien, qui est déterminé à faire le maximum pour performer et qui est cette relation positive, individuelle entre un joueur et son staff. C'est assez rare qu'un staff officiel d'une équipe ait cette relation de qualité avec les 5 joueurs de l'équipe. Il y a des joueurs avec qui tu vas avoir un meilleur impact que d'autres parce que ton style, parce que ton cerveau, parce que... Donc, je pense que le développement individuel par le coaching, c'est quelque chose, c'est une vraie piste parce que je pense qu'on a beaucoup de gens qui ont des cerveaux très bien faits sur League of Legends qui peuvent faciliter la progression des joueurs. Mais il faut bien comprendre que le head coach qui orchestre l'effort de coaching ou l'organisation de la performance dans l'itération compétitive, que ce soit un split, une année, ce genre de choses, cette personne-là, son attention est tellement divisée que faire progresser 5 joueurs en faisant les reviews de scrim, je pense que c'est un peu un fantasme collectif de penser que tu changes de coach et d'un seul coup, tous tes joueurs jouent mieux. Quoi. Est-ce que quand même... Vas-y, pardon. Striker n'est pas là, mais pour moi, en Europe, Striker est un des mecs qui peut faire level up le coaching, de par le fait qu'il veut faire passer beaucoup plus de temps sur les sessions individuelles, etc. Donc, s'il y a entre guillemets un espoir qu'on puisse coach gap l'Asie, ça passe en partie par un coaching staff qui est mené par une tête forte. Et en Europe, c'est Striker, je pense, qui est le seul à avoir la tête sur les épaules et les épaules aussi pour porter ça. Et justement, on a presque un peu l'impression que sur ces 2-3 dernières années, l'une des équipes qui a le plus montré de progression et d'évolution de ses joueurs, c'est les joueurs de BDS. Est-ce que vous, de votre côté, j'ai envie de poser cette question-là, est-ce que vous avez eu l'impression aussi, dans les travaux respectifs que vous avez pu faire ces dernières années, vu du progrès quand même chez certains joueurs, que ce soit grâce à vous ou pas, mais vu des choses qui vous font dire, ok, pas il y a de l'espoir, mais on peut faire progresser des joueurs et peut-être petit à petit se dire que sur une échelle de temps assez longue, faire progresser toute une région. Alors, c'est évidemment pas que votre travail à vous, mais vous voyez ce que je veux dire. Je pense que tu veux prendre. Vas-y, prends. Ouais, tant qu'il n'y a pas un changement de paradigme dans le coaching, c'est-à-dire que les coachs pensent toujours à faire des reviews générales, des scrim into review, scrim into review, scrim into review. Je pense que tant que tu fais la même chose que l'Asie, à plus faible intensité, ça vaut rien. Donc il faut vraiment qu'il y ait des changements réels. Et il faut même qu'il y ait des tâtonnements avec... Moi, j'avais eu cette idée pour les joueurs de G2, j'en avais parlé avec Mickey X, de caper les sous qu'ils peuvent dépenser pour qu'ils fassent des scrims avec des déficits de gold organisés par eux-mêmes, en fait. Pas en donnant des kills, mais par exemple en se disant, bon, voilà, d'habitude, à 20 minutes, c'est ça la moyenne de gold, on va être 300 gold en moins. Donc, même si tu as les sous, c'est des sous que tu laisseras dans ton sac. Si tu as 800 gold dans ton sac, tu n'as pas le droit de les dépenser. Tu as le droit d'en dépenser que jusqu'à ce que tu en aies dépensé. Et il t'en restera 500, mais tu n'as pas le droit de les dépenser. Comme ça, tu te mets des poids, quoi. Des poids, voilà, c'est juste ça. Tu t'entraînes dans un environnement avec une gravité plus importante. Puisque sinon, tu peux brute force, en fait. Mais tu ne pourras pas brute force contre l'Asie, puisque c'est eux qui auront les sous. Donc, ça te forcera à avoir des fondamentaux plus tranchants, alors que si tu brute force, les fondamentaux pèsent moins lourd, quoi. Et je pense que le niveau d'une région peut pas être il y a personne, il y a pas d'être humain, il y a pas d'individualité qui peut régler le problème d'une région. C'est-à-dire que soit ta solo queue elle est vraiment compétitive, soit ta solo queue elle l'est pas. Je suis pas certain que tous les joueurs européens qui sont même pros, et donc je vais prendre on va dire ligue, la premier niveau de ligue qui est le LEC et la deuxième niveau de ligue qui est les ERL. Je pense pas qu'ils donnent tout ce qu'ils peuvent tous individuellement en termes d'éthique de travail pour être rank 1. Ouais. Si tout le monde se battait vraiment mettait life on the line pour être rank 1, déjà je pense que tous les joueurs européens joueraient mieux. Le niveau global serait plus élevé. Si tous les supports
jouait en se disant je dois gagner ma lane, puis déplacer, puis impacter la carte, essayer de gagner des games en support, au lieu de dire ouais mais le support en solo queue ça sert à rien, ça aiderait. Par exemple un mec comme Razor qui est toujours hyper bien ranké sur le serveur européen, il n'y a pas de problème, tu vois. C'est pas Razor le cas de tous les... Pixel, ouais. Ouais, Razor qui a pas de problème, tu vois. Éthique de travail de Razor, tu vois, c'est 10 sur 10. Ouais. Si on avait plus de Razor, ça nous aiderait aussi. Ça, c'est pas quelque chose que le coaching individuel peut changer parce que c'est la relation que le joueur a avec sa discipline. Ouais. On peut l'encadrer, tu vois, mais on peut pas la motivation intrinsèque d'une personne, tu vois, à l'échelle d'une région, à moins que chaque joueur pro, on lui donne son coach au début, tu vois, son assistant et qu'il le prenne par la main, ça va être assez difficile. Néanmoins, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de talent qui perdent beaucoup d'années parce que une région comme l'Europe, il y a plein d'équipes qui ne... Il y a des joueurs qui perdent des années dans des équipes où ils n'ont rien à foutre. Ça, c'est un problème de marché qu'on a. C'est pas du tout un problème sportif. Mais tu as des joueurs qui ont un potentiel extraordinaire que tu vois en fait pop 2, 3, 4 ans, 5 ans avant leur début. Il y en a même qui sortent du système compétitif alors qu'ils ont un bon niveau de jeu parce qu'ils étaient dans une équipe de perdants, qu'ils ont perdu confiance en eux, parce qu'ils ont été gérés par des managements qui n'étaient pas suffisamment attentifs aux qualités individuelles de leurs joueurs et qui ont, par exemple, pris le chemin politique en disant il y a 4 joueurs qui n'aiment pas je sais pas, je vais prendre l'exemple d'Illy Sang parce que Illy Sang, il n'a pas été victime de ça, mais c'est un bon exemple parce que c'est un joueur qui a un style de jeu très territorial et différent. Dire mon support Illy Sang, il ligne tout le temps, les autres joueurs en ont marre, je me sépare d'Illy Sang va dans une mauvaise équipe. Et en fait, le mec qui avait raison dans l'équipe, c'était Illy Sang, tu vois. Donc, il faut être capable, en tant que management, de reconnaître les qualités individuelles de tes joueurs et pas toujours prendre le choix politique, d'être capable de mourir avec tes idées et de te faire licencier avec tes idées en disant je vais tout investir et je vais faire en sorte que ce joueur-là, il puisse s'exprimer au maximum au sein de son équipe. Et ça, c'est quelque chose, si tu arrives à faire en sorte que les bons joueurs jouent ensemble, c'est-à-dire que les joueurs qui se reconnaissent comme bons arrivent à jouer ensemble, et que les staffs arrivent à mettre en avant les meilleurs joueurs et fassent en sorte que ces joueurs-là soient locomotives au sein des équipes, tu as déjà une meilleure région sans changer la solo queue. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est... Si on est à 10 sur 10, ce serait le monde idéal, on doit être à 4, 3. Ouais, mais ce serait déjà mieux. Tu penses qu'il y a une compréhension aujourd'hui en Europe et en Amérique également de qui est bon, qui est plus faible qu'en Asie, de savoir autour de qui construire ses rosters, etc., ou on n'en est pas là non plus? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de décisions qui sont basées sur le palmarès et pas sur le niveau actuel des joueurs. Je pense que la mesure objective de la performance d'un joueur, c'est quelque chose qui est très difficile à définir, et Mephisto en parlera plus, je pense, après, parce que c'est sa spécialité. Oui. Et je pense qu'il y a beaucoup de populisme dans les décisions des staffs, parce qu'à la fin, c'est comme la seule source de revenus, c'est le marketing. Donc, tu as besoin que le peuple soit content, quoi, du pain et des jeux. Ouais, je pense qu'il y a du populisme, même si Striker n'est pas d'accord. Je pense, en fait, non, dans son tweet, il dit pas qu'il n'est pas d'accord. Il dit juste que les gens qui prennent des décisions pour plaire au peuple devraient sans doute pas être à des positions de prise de décision. Il dit pas que ça n'existe pas. Je pense que ça existe. Je pense que... Et pour revenir en fait à... Est-ce qu'on a des joueurs qui sont égarés en Europe et aux US? Moi, j'ai plein d'exemples. En fait, je pense que c'est assez facile à comprendre que dans le foot, dans le basket, etc., on a eu plein d'exemples où il y a des joueurs qui n'ont pas été reconnus jusqu'à ce qu'ils aient gagné. Et une fois qu'ils ont gagné, tout le monde savait. C'est toujours le cas. Donc, aux US, on a quand même un joueur qui s'appelle APA, qui était chez Team Liquid Academy. Il n'était pas assez bon pour être dans l'équipe principale en 2023. Puis, le mid-laner de l'équipe de la main team était tellement mauvais qu'il a été intégré dans une équipe qui ne parlait pas anglais. Il a réussi à qualifier cette équipe aux Worlds. Et le split d'après, il a gagné sa région. Et PA n'était pas assez bon pour être recruté autre part que chez Team Liquid Academy. Peut-être que si. J'ai plein d'autres exemples. J'ai Ragnar et Yike. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui se soient battus pour avoir Yike dans leur équipe en 2022.
En tout cas, je sais que Zef m'avait dit que bon voilà, le budget était très abordable. Donc Yike n'était pas reconnu comme un futur excellent joueur, même si a posteriori, peut-être que plein de gens te diront qu'il l'avait sur leur liste. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il n'avait pas beaucoup d'offres concurrentes à celles de LDLC. Et ça se passe comme ça très souvent. Donc non, je pense pas qu'on soit extrêmement bon pour identifier les bons joueurs, sinon... Ouais. Il y a eu l'exemple récemment aussi d'Irrelevant dans un de tes tweets, récents. Je sais pas si c'est trop tôt pour en parler, mais... Non, mais je pense qu'Irrelevant est bon. Je pense que tout le monde est maintenant au courant. Je sais que Exa, on s'est rabiboché depuis le jour. Mais il est toujours fan de son top laner. Il pense qu'Irrelevant est super fort. Moi, je pense qu'Irrelevant est super fort. Quand Irrelevant est allé faire son bootcamp en Corée pendant les Worlds l'année dernière, c'était le meilleur top laner western en termes de statistiques. C'était le seul qui accrochait le haut du panier dans mes stats par rapport aux autres. Genre, il était genre à 85, tandis que Buipo et Broken Blade étaient plutôt vers 70 sur 100. Évidemment, Keen était à 98. Donc bon, il y a encore voilà, mais oui. Mais du coup, j'ai bon espoir pour Irrelevant. Ouais. C'est une bonne transition. Je rebondis sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, qu'il fallait qu'on change de paradigme concrètement. On en a un petit peu parlé de manière, en donnant des pistes, disons. Mais je veux bien votre avis là-dessus. Vraiment, il faut tout revoir. Mais est-ce qu'il faut tout revoir de manière assez lente et de manière où il faut un électrochoc. Ou un électrochoc, voilà, c'est ça. Et est-ce qu'on peut avoir un électrochoc pour que ça change vite? Parce qu'on a l'impression de répéter à peu près tous les 6 mois qu'il faut que ça change, il faut que ça change. Moi, je me souviens, fut un temps, tous les ans, il y avait les LCS qui perdaient aux Worlds et ils disaient putain, mais le cycle. Faut que ça change. Ouais. Voilà, on va faire des trucs différents. Et l'année d'après, même chose. Bon. Tant que tu fais pas vraiment des choses différentes, tu peux pas gagner. Ou alors il faut que Elon Musk installe Starlink un peu partout et qu'on puisse jouer de Berlin sur la solo queue coréenne. Ça nous aiderait énormément. Si on pouvait scrim contre les équipes qui nous laisseraient les scrims régulièrement, ça serait bien. Peut-être que nos joueurs pourraient s'entraîner de façon plus compétitive. Le souci que tu as, et ça c'est, tu vois, faut pas jeter l'opprobre, c'est trop facile parce que forcément nous c'est pas notre activité principale. Faut bien comprendre que changer de paradigme, c'est prendre un risque énorme, parce que dans une industrie où les carrières sont courtes et représentent des énormes sacrifices, parce que tu prends un chemin alternatif qui est pas très bien valorisé aujourd'hui dans le reste du monde, quand tu sors de la bulle de l'e-sport. Avoir été head coach ou avoir été joueur pro de League of Legends, ça t'attire, tu vas pas devenir directeur du consulting chez McKinsey du jour au lendemain, quoi. Après, McKinsey, ça drop un peu, il paraît, en termes de... Pas de... désolé au monteur. Et du coup, faut bien comprendre que dans ce genre d'industrie, il est plus intéressant d'un point de vue financier et carriériste d'avoir tort avec tout le monde que de se sacrifier et d'avoir raison tout seul. Je suis le premier, tu vois, moi, je pense que dans ma carrière de coach, l'année où j'ai vraiment été en dessous, c'est l'année justement 2020 où j'ai perdu mon emploi. Et c'est parce que j'ai essayé de minimiser mes pertes au lieu d'essayer de maximiser mes gains, quitte à me faire, tu vois, alors qu'en fait, il y a une position qui est super importante, c'est que le seul moyen d'avancer, c'est d'être innovant et de mourir avec ses idées, puisque tout ce qu'on fait ne marche pas. Mais tu as cet effet moutonnier que quand tu es un rookie, t'arrives, si tu trouves par exemple que les scrims sont pas utiles, tu vas dans ton équipe, tu dis écoutez, moi je trouve que les scrims sont complètement inutiles, je préférais passer du temps en solo queue. Ton staff va créer tout un truc en disant non, mais il va falloir qu'on s'assoie, qu'on discute avec le joueur, il peut pas arrêter l'itération de scrim, on a booké avec une équipe adverse, alors que le joueur dit ça ne sert à rien pour moi, je pense que je serais meilleur on stage si je faisais plus de solo queue. Ou à contrario, un coach qui va dire on va arrêter de faire des scrims. On va faire que 3 scrims par jour. Donc, on va juste booker un bloc et le reste, on va laisser. On va faire d'autres activités. Les joueurs disent « Ah mon Dieu, mais si on scrim pas, qu'est-ce qu'on fait ?» Bah oui, tout le monde scrim. Les Coréens scrim, Chovy scrim. Pourquoi nous, on scrimerait pas? Donc, le problème, c'est d'être capable d'imposer la différence. Pour ça, il faut avoir de l'autorité. Pour avoir de l'autorité, il faut gagner. Et donc, tu vois, en fait, le nombre de candidats... Si demain, Caps décide qu'on change la manière de bosser, c'est possible. Si Dylan Falco veut changer la manière de bosser, potentiellement qu'il peut le faire.
Mais si t'es Freddy en ce moment, ou si t'es Larson, qui est 10e de LEC, et que tu penses que tu perds ton temps à scrim avec tes teammates, mais que tu pourrais jouer mieux en jouant en solo queue, parce que tu peux l'imposer. Donc c'est beaucoup plus dur. Idéologiquement, tout le monde comprend qu'il y a un besoin de changement, parce qu'on voit bien qu'on répète les mêmes choses et que ça marche pas. La définition de la folie. Mais il faut bien comprendre que des gens qui ont raison perdront leur emploi dans le processus de changement, dans des carrières qui sont déjà hyper volatiles et courtes, et dans une industrie où comment dire, se refaire une carrière après, c'est très compliqué. Donc c'est des risques qui sont énormes pour le bonheur de rendre la région un peu plus forte, sachant qu'on a très grande chance de finir par perdre à la fin, parce qu'on se bat quand même contre Chauvikin et Kennen. Et ce sera ta faute. Ce sera la faute de ce truc spécifique. Mais c'est un peu ce que G2 a essayé de faire en soi. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'en façade ils présentent, c'est que ils ont profité de leur position un peu privilégiée en Europe, Caps notamment et Diane Falco et même Romain, pour essayer de mettre en place des choses différentes à l'entraînement, essayer de faire bouger les mentalités. Après, je sais pas à quel point ça va être payant, mais en tout cas, ils ont essayé d'impulser quelque chose. Le discours qu'ils tiennent aussi. Après, je pense que c'est très bien. Je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses qu'ils font. De ce que j'ai entendu, le fait que G2 de FF jamais, etc., ça veut aussi dire que quand ils sont derrière, ils commencent à run down sévère, histoire que la game se finisse, quoi. On FF jamais, c'est aussi on run down les games quand elles sont perdues, histoire de passer à la prochaine, quoi. Ouais. On tente des trucs impossibles. Je sais pas si... Ouais, disons que notre risk-reward assessment tient à fortement pencher vers... le risque. Voilà. Bon, on verra. De toute façon, ils seront entre guillemets jugés par leurs résultats, mais le fait que si jamais ils perdent demain ou après-demain, je sais pas quand ils jouent, je sais pas quel est le déroulement des matchs après-demain. Ça veut pas dire qu'ils ont mal fait leur travail. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais pour l'instant, ils scriment toujours. Ils font à peu près la même chose que les équipes asiatiques. Juste, ils s'entraînent sur la Lune pendant que les autres s'entraînent sur... Ouais, je parlais surtout du discours, dans l'idée. Est-ce que cette mini-tendance là qu'on a depuis quelques mois à revoir un peu des imports coréens en Europe notamment, c'est aussi une forme de constat d'échec, de justement on n'arrive pas à changer les choses, alors on réessaye des formules qui peut-être vont marcher, alors concrètement, elles sont pas souvent marché. On retrouve un peu aussi cette idée de cycle. Elles n'ont pas souvent marché. Quand même. Un peu. Non. C'est quoi je sais plus la stat exacte. Avant 2018, je crois qu'en 2015, la plus grosse performance. Enfin, c'est. Oui. Il y a Oni Rainover. En ce moment, il y a Noah, il y a Ice. Oui, mais on peut trouver beaucoup de contre-exemples à l'inverse qui n'ont pas. Oui, peut-être qu'ils ont des mauvais teammates, tu vois. Ce sont des bons joueurs avec des mauvais teammates. C'est pas forcément leur faute. Ouais. Je dis pas qu'il y a que des bons imports, mais je dis juste que souvent il y a peut-être des imports qui sont camouflés. Je reformule ma question alors. Est-ce que c'est aussi une volonté d'essayer de changer quelque chose quelque part, ou en fait c'est la continuité de quelque chose, c'est juste que ça monte et ça descend en termes d'ampleur? Je pense que, encore une fois, il y a plusieurs dynamiques là-dedans. Il y a du populisme de ramener des gros noms, parce que je sais que les fans adorent voir Goku et Saitama jouer main dans la main dans leur nouvelle équipe fétiche. Je pense qu'il y a une très grosse incompétence sur le scouting sur les joueurs locaux. Je pense que la plupart des gens qui prennent les décisions de recrutement n'ont pas les compétences à portée de main pour savoir qui est bon sur le serveur et quels sont les arbitrages que tu peux faire. Quand je dis arbitrage, ça veut dire acheter un joueur moins cher que son niveau intrinsèque, parce que t'es pas toujours obligé d'avoir on peut pas avoir une équipe une ligue avec 50 joueurs du niveau de Caps. Ouais. L'important, c'est de payer peu cher un joueur qui va rester longtemps et qui va progresser. Tous ceux qui ont déjà joué à Football Manager ou qui ont une League Master, tu vois, tu progresses quand tu arrives à faire ce genre de choix sur le long terme. LDLC, par exemple, je pense que c'est une équipe qui l'a beaucoup fait par le passé. Et ensuite, il y a on n'a pas trouvé de joueurs suffisamment forts pour nos objectifs, et donc on va aller chercher dehors. Et là, il faut encore trouver le bon joueur et le bon import coréen. En moyenne, mon avis, j'en engage que le mien, bien évidemment, c'est qu'un joueur qui est top 3 à son poste sur le serveur coréen, si jamais on lui propose de jouer chez... Je doute que déjà T1 ou Genji ne lui propose pas un poste dans l'académie, sachant qu'il y a de grandes chances que si on te propose l'académie, qu'on te garde dans l'académie et qu'on ne te vende pas, c'est qu'on a besoin de toi pour le futur. Gumayusi par rapport à Teddy, Zeus par rapport à Kana.
Donc généralement, les joueurs qui sortent de Corée, c'est parce que la Corée n'en veut pas. Les seuls joueurs qui sortent de Corée, c'est généralement un effet argent, c'est la Chine, parce que la Chine a les moyens de s'acheter les meilleurs joueurs coréens, et donc c'est un upgrade pour leur carrière des fois de partir en Chine, et puis la LPL a un super niveau. Donc finalement, le problème que j'ai moi avec les imports, je sais pas si c'est vu, je sais pas si le fait d'aller en Chine, c'est vu comme complètement sortir du système coréen aussi. Parce que des gens qui viennent en Europe ou aux US et qui reviennent en Corée, je pense que c'est beaucoup moins le cas que quand tu vas en Chine et tu continues de scrim et de jouer en solo queue coréenne, tu vois. Alors que tu es exilé une fois que tu es en LCS. Une fois que tu es en LEC, c'est la même chose, tu es un exilé. Ouais. Mais si tu joues toujours sur le serveur, que tu croises toujours tes potes, que tu en solo queue, etc., t'es pas si exilé que ça, quoi. Pour ce qui est des Coréens et des imports, franchement, je me demande quel a été le process de SK pour recruter ces joueurs-là. Ouais. Sans porter de jugement, juste en termes de process, je me demande ce qu'ils ont fait, comment ils ont jugé que ces joueurs-là étaient meilleurs que les joueurs qu'ils avaient actuellement. Est-ce que vous pensez qu'ils ont regardé des VOD ou... J'imagine qu'ils ont regardé des VOD ou on leur a pas juste dit trust me bro. J'ai pas la réponse. Est-ce qu'à quel point ils ont pu se dire, un peu à la manière de ce que disait Zab, un truc à la FM, de se dire ces joueurs-là sont pas encore vraiment dans les radars coréens, on va tenter un truc improbable, quoi. Je sais pas à quel point ça peut être un pari tenté par SK. Je sais pas, je crois qu'à la base, ce qui avait été décidé, c'est que le roster allait être stable, qu'il n'y aurait pas de changement. Donc il y a eu un changement. Je sais pas sous l'impulsion de quoi, de qui, mais de base, ça devait rester stable. Pour le bien ou pour le pire. Je sais qu'il y a des gens à l'intérieur de SK qui sont contents du fait qu'il y ait un changement, etc. Mais je me demande quel a été le process de validation du fait que oui, voilà, il faut changer et c'est pour ces deux personnes-là qu'il faut changer. Je sais pas. Et pour ce qui est de la réussite des imports, en fait, c'est simple. Hein, si les imports ne fonctionnent pas, s'il n'y a aucun import qui fonctionne, les gens arrêtent d'importer. Le problème, c'est que on a plein d'imports qui n'ont pas floppé récemment. Oui. On a Photon, on a Ice, on a eu Malrang. Noah on a eu Malrang qui a gagné un titre. On a eu Noah, June. Donc il y en a beaucoup qui n'ont pas floppé. Ouais. Et même en ERL, hein, on a en samedi, ses teammates s'excusent après leur performance pour lui avoir manqué de respect. Bao aussi, qui arrive à avoir suffisamment de poids a priori pour bench Eka ou je ne sais quoi. C'était ça la rumeur ou je sais pas quoi, non? Je suis pas au courant moi des dessous de Mate. Leur nouveau millénaire est coréen, c'est ça? Ouais, c'est Mireux. Ouais, Mireux, ouais. Voilà. Donc, non, les imports ont l'air d'avoir le vent en poupe, c'est comme ça qu'on dit. Comme ça. Et le problème, c'est que s'il y a des joueurs qui sont plus forts et moins chers, c'est très difficile pour des gens avec une pensée court-termiste, carriériste, qui sont les general managers, les coachs et les joueurs aussi qui vont jouer avec ces joueurs-là, de pas se dire, bah oui, je veux un joueur qui est meilleur, même si je jouerai pas avec lui toute ma carrière, quoi. De toute façon, tu joueras pas avec lui toute ta carrière. Donc, je pense que c'est tant que les joueurs seront plus cheap et plus forts, difficile. Et comme dit Zab, oui, bah, on va pas se voiler la face. Noah, il a pas de place en LCK. Bah oui, voilà, c'est ça aussi. Et on l'a vu aujourd'hui, hein. Ouais. S'il avait le niveau de Jackie Love, il jouerait en LPL. C'est pas plus difficile que ça. Oui, non, mais c'est une évidence, quoi. Peut-être. Non, alors, je pense qu'il y a des. Voilà. Peut-être du bottom, et je pense qu'il y a aussi potentiellement. Parfois, je pense qu'il y a des mecs qui ont une mauvaise réputation, des trucs comme ça. Mais si le système marche un tout petit peu, oui, globalement, tu n'as que les LCK ou LPL rejects qui viennent dans ta région, quoi. Et évidemment que ces gens qui ne sont pas perçus pour rivaliser avec le top 4, top 5, top 8 de leur région ne vont pas battre le top 2 de leur région. Avec des joueurs qui sont aussi moins forts à leur côté. Donc bon, c'est pas en faisant des imports
qu'on va battre les Coréens, etc. Faut importer de Mars, quoi. Faut arrêter d'importer en Corée. Il faut trouver une région qui est suffisamment forte pour que les rejects de cette région-là soient meilleurs que le top coréen et le top chinois. Ou alors, il faut bosser sur le fait que, et moi je suis plutôt avocat de ce truc-là, c'est faut travailler avec notre propre région et utiliser tous les cerveaux qui sont volontaires pour faire progresser la région, pour faire en sorte que déjà les joueurs qui vont rester pendant 5 ans ou 8 ans ou 9 ans dans notre région progressent chaque année. Tu vois, des carrières à la Odo. Odo, c'est self-made. Non, je peux plus. Il a été fait lui-même. C'est un produit de lui-même. Parce que je peux pas dire Odo c'est self-made, parce que self-made maintenant c'est un joueur. Oui. Mais c'est un pur produit de lui-même. Yanko, c'est un pur produit de lui-même. C'est des mecs qui sont arrivés au début de League of Legends. Tu vois qu'ils ont eu des carrières longues, qu'ils ont rendu des équipes meilleures, qu'ils ont réussi à délivrer une performance. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est que les performances, elles oscillent déjà beaucoup individuellement sur ces joueurs-là. La question, c'est comment on fait pour encadrer la performance de ces jeunes qui sont capables de devenir des leaders par la suite. Tu vois, un type comme Yike, par exemple, il a une carrière parfaite. Il est encadré par des super joueurs dans une super équipe. Il va apprendre beaucoup sur le jeu. Il va avoir beaucoup de matchs d'expérience. Ça a l'air d'être un joueur en termes de comportement qui est très positif. J'ai jamais entendu quelque chose de négatif sur Yike en termes de comportement. Dans 3-4 ans, ce type-là, il va pouvoir, tu vois, il va probablement avoir une carrière longue et il va pouvoir bonifier la région. Si on commence à prendre des mecs qui viennent de Ligue 2 puis de LFL, on les fait monter dans des projets bancals et on sort le 9 mm et on fait venir un reject de Corée dès que ça marche pas parce que c'est le eject button classique européen, on va nulle part. Parce que le problème, c'est que si jamais tu préfères prendre un joueur moyen pour sauver ta peau à court terme, il n'y a aucune chance que le joueur plus faible, mais qui va rester longtemps dans la région, devienne bon. Quoi. Non, on en revient c'est assez logique. On en revient à cette idée de changer complètement de paradigme, et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui risque de prendre du temps. Et pour résumer un petit peu, on en a parlé un peu, il faut que ce soit aussi impulsé par des gens de l'intérieur, et ce que... Voilà, ce qui est en train d'essayer de mettre en place, comme Striker, ce qu'essaye de mettre en place G2 également. Des échos que j'ai également de la, comment dire, de Caliste, autour de l'état d'esprit de Caliste, d'être un gros travailleur, ce genre de choses. Voilà, mais on a l'impression que c'est encore très, très éclaté et très et pas uni dans une région où, enfin, voilà, on compte les très bons joueurs sur pas les doigts d'une main, bien sûr, mais c'est compliqué. Quoi. Je pense aussi que le fait de se qualifier aux Worlds, ça peut aussi permettre d'avoir une ouverture d'esprit. Quand tu vas en solo queue coréenne, tu apprends des choses, tu te fais éclater, tu scrims, tu te fais éclater, en fait ça t'ouvre des perspectives. Tu te dis, en fait, on peut faire ça. Parce qu'ils me l'ont fait, donc c'est qu'on peut le faire. Et donc, par exemple, un joueur que j'aimerais bien voir se qualifier aux Worlds, c'est Alvaro. J'aimerais bien le voir, parce que je pense qu'il fait partie des potentiellement futurs très bons joueurs à son poste. Et je pense que s'il ne va pas aux Worlds, ça va le couper un petit peu dans sa progression potentielle. Après les Worlds, c'est en Europe ? Ouais, cette année c'est en Europe, donc c'est l'inverse. Je pense que c'est très mauvais ça. Mais à l'inverse. Je pense que c'est très mauvais parce que quand les Worlds sont en Chine ou en Corée, on peut aller bootcamp chez eux tôt et du coup level up, enfin recoller les wagons plus longtemps en solo queue, alors que quand on les affronte pour la première fois, quand ils viennent scrim, genre 5 jours avant la compète. Rien de pire, je suis d'accord. Ouais. Et par exemple, je pense, je sais plus quand est-ce que c'était Damwang. Ils sont arrivés en 2022 ou 2021, je sais plus. Ils ont sorti Lucian Yumi, ou je sais plus ce qu'ils ont sorti avec Yumi. Et personne ne savait. Juste, ils ont first pick Yumi la première game. Personne n'était au courant que c'était OP. Voilà. C'était les Worlds d'avoir Kavik, c'était T1 qui avait fait ouvert, je crois. C'était T1 qui avait ouvert first pick Blue Side Yumi. Tout le monde avait fait 1 et c'était devenu genre le most OP. 1, c'est viable. Et du coup, voilà, quand ces choses-là arrivent, tu sais que c'est un instant perdu. Et quand on peut pas recoller les wagons au travers de la solo queue pendant un certain temps avant le tournoi, je pense que c'est pareil, ça nuit grandement aux performances. Ça, je vous invite à vérifier ce genre de choses. Mais je pense que recoller les wagons en solo queue coréenne ou Chine, je pense que c'est très important pour des joueurs qui spamment, comme je prends toujours l'exemple de Buipo ou même de Masu, Caps,
tous ces joueurs-là, une fois qu'ils sont même humanoïdes, je sais pas s'ils spamment autant que Caps, mais je sais que tous les joueurs de G2, une fois qu'ils sont sur le Q-Core, ils spamment. Wipo a spam comme un chien, Masu a spam comme un chien, et je suis sûr que quand ils vont Epié a spam comme un chien aussi, et quand ils vont repartir chez eux, ils auront forcément level up. Et donc, si les mecs arrivent 5 jours avant le tournoi, en ayant Scream, contre eux-mêmes, tu vois, en fait, ils font du self-trading, algorithmique, ils font du shadowboxing entre eux là-bas, et ensuite, ils viennent et nous... Si j'ai le temps de rajouter juste quelque chose par rapport à l'état, parce que c'est assez défaitiste, je pense par contre qu'il y a une vraie ressource pour l'instant qui est sous-utilisée. Bon, moi j'ai fait le choix de la création de contenu, donc je me compte pas dedans, mais il y a des gens qui ont travaillé dans l'écosystème pendant des années, qui ont eu l'opportunité de voir tous les défauts que notre système occidental a en copiant juste comme les Coréens font. Des gens comme Mev justement, mais il y en a d'autres. Tu as plein de gens qui ont l'expertise aujourd'hui et le temps disponible, et il y a une vraie offre, je pense, de consulting pour les équipes, de spécialistes de lane, de gens qui ont une vraie expertise sur le jeu. Je pense que les équipes, pour l'instant, collaborent pas trop avec ces électrons libres de l'industrie, alors que tu as des types qui sont, je pense, très pointus et pas forcément en poste, qui peuvent vraiment aider des joueurs. Je pense que le besoin d'encadrement individuel d'un joueur est hyper important, parce que c'est un encadrement qui est sur la durée et qui ne se délimite pas à ce que ton head coach aujourd'hui a décidé de te faire pick. Et un coach, il a aussi une politique à jouer au sein de sa propre équipe. Tu vois, il doit acheter la paix entre les joueurs. Un coach individuel n'a pas forcément ces contraintes-là. Donc je pense qu'un des grands vecteurs de développement pour l'Occident, c'est justement de faire en sorte que ces électrons qui sont sortis de l'industrie, mais qui ont toujours envie de travailler, aient l'opportunité d'offrir tout ce qu'ils ont à offrir à l'écosystème, et de pas avoir cette arrogance de penser qu'un staff de 3 personnes qui fait 6 scrims par jour peut extraire la substantifique moelle d'un joueur jeune qui a du potentiel. Et si jamais cette chose-là elle a lieu, ça fait partie des changements, tu vois, dans le changement de paradigme, qui pour moi pourrait faire en sorte que la région s'améliore, même si c'est 5% ou 10%, je peux pas dire que ça va close le gap. Je pense que ça fait partie des choses, tu vois. Par exemple, tu as un besoin de scouting, un mec comme Mephisto, il fait que ça, tu vois, il a une offre de scouting, tu peux aller le voir plutôt que dire non, attendez les gars, on sait, on est XY e-sport team, trust de process. Non, on va aller voir quelqu'un qui a build, tu vois, qui met son nom et sa marque et sa vie underline. À reach out. C'est ce que j'allais te demander. Non, mais c'est normal. T'as des demandes aujourd'hui, t'as des demandes que ce soit des équipes ou des joueurs, aux Zab aussi d'ailleurs, qui viennent avec cette idée de moi, dire... du coup, j'ai eu Linsas. Ouais. J'ai eu Linsas j'ai bossé avec lui pendant tout le spring. Donc déjà, je pense que c'est un super type, très bosseur, avec un très bon mindset, qui lit les bons bouquins, qui est inspiré par les bonnes personnes. J'espère qu'il ira loin. Et donc j'ai bossé avec lui en individuel. Donc c'est lui qui me payait, donc l'argent venait de sa poche. Donc il y a aussi un... Oui, c'est sa prise de confiance personnelle, quoi. Voilà, c'est son envie personnelle de progresser, de me payer moi pour que je lui donne des conseils. Donc s'il juge que c'est inutile, juste il arrête. Et s'il juge que c'est utile, dans ce cas-là, il continue. Donc on a bossé pendant le spring ensemble. Et à un moment aussi, après leur défaite contre BDS Academy, 3-0, du coup, il m'a demandé aussi de regarder les parties et de voir un petit peu. Et je pense qu'il y a aussi un atout d'être un élément externe aux équipes. C'est le fait que tu n'as pas le nez dans le guidon à regarder les scrims qui sont extrêmement dégueulasses. Et j'ai perdu beaucoup de jours de ma vie à regarder des scrims où tu n'as pas de feedback à donner, parce que de toute façon, c'est une fiesta monumentale. Et donc, quand tu ne vois que les games compétitives, tu peux essayer d'isoler les éléments vraiment compétitifs de ce qui se passe. Et donc, ce que j'ai fait après leur défaite contre BDS Academy, c'est que j'ai regardé les parties et j'en ai conclu que c'était pas juste un problème de Linsas, c'était un problème de mid-jungle support qui travaillaient mal ensemble. Donc, je leur ai fait... Du coup, Linsas a demandé à ses teammates de venir aussi. On a fait un call. J'avais préparé en amont, mais en 30 minutes, ils avaient une direction qu'ils n'avaient pas avant. Et je sais aussi que, puisque du coup je discute avec Wadi histoire de pas télescoper ce qu'il dit, je pense que c'est bien. Je pense que tu as une bonne idée là-dessus, Zab. Le fait que les électrons libres qui ne sont pas en poste, peut-être qu'ils ne veulent pas de poste,
moi, j'aimerais travailler uniquement, je pense, avec BDS et avec Striker, si c'était le cas. Les autres postes, je pense que le staff est trop contraint, trop régi par ce que veulent les joueurs. Donc tu peux pas vraiment créer quelque chose de nouveau et de puissant. Mais chez BDS, je pense que c'était possible. Donc moi, j'ai pas de demande. C'est moi, j'ai décidé de faire le choix de la création de contenu. Ce que je veux, c'est, je préfère. Je pense pas être un bon créateur de contenu. Je pense que tu fais du bon travail de ton côté. Mais moi, je pense que c'est. Il y a le fait d'adresser des problématiques de manière publique et le fait d'être éloquent sur un problème, ça fait pas toi un expert sur un problème. Moi, je pense que ma qualité, j'ai quand même été casteur beaucoup plus que coach. Je préfère essayer de faire en sorte que les gens qui passent par mon contenu puissent regarder une game sans juste lire le résultat et essayer d'expliquer le résultat par les performances des joueurs, mais regardent les performances des joueurs et se disent que parfois le résultat n'est pas aligné avec les performances individuelles. Qu'un fait de jeu peut changer le cours d'une game alors que tous les joueurs ont très très bien joué du début jusqu'à, je sais pas, même 45 minutes de jeu. Et être le porte-parole de ce changement de paradigme en disant qu'il y a en essayant de mettre en avant pour les jeunes têtes qui veulent être coach, etc., des chantiers et de pouvoir les attaquer. Si demain un joueur me ping et me dit écoute Zab, j'aimerais bien travailler avec toi, je le ferai avec grand plaisir, mais ça pas, en tout cas c'est pas c'est pas quelque chose. J'ai pas vocation à devenir un coach. Et par contre, il y a un truc que Mephisto a dit qui est super important. Je suis désolé, je m'étends. C'est le fait que ça doit toujours être fait main dans la main avec les équipes respectives, c'est-à-dire de ne pas télescoper. C'est pire tu vois. C'est super important. C'est un super gars, c'est un super coach. Il sait ce que je pense de lui. Je pense qu'il ira loin. Il a une très bonne ouverture d'esprit, etc. Enfin, il a vraiment beaucoup de points forts. Donc moi, ce que je sais pas, c'est pas. Je veux juste aider son joueur et lui dire ce que je fais pour son joueur. Donc je sais que certaines de mes sessions ont été filmées. Et puis à chaque fois, je lui envoie de toute façon le récap, puisque je fais tout textuellement aussi. Donc. Et s'il n'est pas d'accord, il me le dit. Parce que oui, si j'étais coach et que j'avais un mec qui faisait un peu de l'anti-coaching. Je sais que c'est peut-être ce qui s'est un peu passé avec Elioya, Belzet et Makepad en 2022-2023. Je crois qu'il y avait un coaching à contre-courant individuel du côté de Elioya, ce qui a porté ses fruits, puisque Belzet est aux manettes chez Movistar. Mais c'est vraiment pas quelque chose que j'aimerais faire subir n'ayant pas d'aspiration de remplacer quelqu'un dans un staff, c'est pas quelque chose qui est utile pour moi. Il y a une bonne remarque dans le chat d'ailleurs qui dit que c'est exactement ce que Vitality a fait sur CS quand ils ont gagné le Major. Oui, c'est vrai. J'ai un exemple d'ailleurs dans la même veine, c'est le père de Romain Bijard qui a aidé le RC Lens en 1999 en tant qu'Electron Limp. Le RC Lens qui a été champion de France cette année-là. Et c'est rigolo parce que Romain, je suppose que vous le savez, mais s'inspire énormément du travail de son père, et du coup c'est rigolo parce que... Tu sais que j'ai son bouquin et je l'ai toujours pas lu. C'est dingue. Je suis vraiment bien ça. Je suis vraiment un connard. Toi qui es un électron libre d'ailleurs, ça vaut le coup de le lire. Non mais je suis vraiment un connard. Écoutez, merci beaucoup messieurs, on a fait le tour. Peut-être une dernière chose, on a parlé de ce changement de paradigme, de presque ce cercle vertueux à créer pour changer un peu les choses en Europe. Pour conclure et recentrer sur ce qui arrive maintenant dans un peu moins de 48 heures, c'est G2, de manière très succincte. C'est dur d'être optimiste pour G2 à ce MSI. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit attendre de ce G2-là dans cette compétition ? C'est presque plus d'engranger justement cette expérience, cet apprentissage pour se dire peut-être que déjà au Worlds, mais peut-être encore plus loin, ça participera à ce cercle vertueux. On en est là, on est obligé d'avoir cette position-là et pas attendre beaucoup plus finalement de G2 ou les swap lanes vont nous aider. Je sais pas, aujourd'hui ça n'a pas beaucoup aidé Fnatic, tu regarderas la game 1, Zab, mais pourtant, tu vois, c'est sur un plan de jeu extrêmement figé. Tu pourrais dire que c'est quelque chose qui est préparé et non lié au skill individuel des joueurs, mais peut-être que les mecs sont juste en manque d'oxygène à partir de la draft. Mais qu'est-ce qu'il faut attendre de G2 ? Je pense, moi je suis toujours peut-être un petit peu pessimiste. Un petit peu pessimiste. La vie m'a appris à être pessimiste, que quand on a 99,8% de chance d'aller en playoff, tout est possible quand même. Donc, s'ils font top 4, c'est bien,
moi, juste sur une dimension psychologique, s'ils se font encore défoncer on stage, bah, ils vont commencer à perdre foi en le fait que leurs résultats en scrim, qui sont a priori positifs, peut-être qu'ils vont dire que ça vaut pas grand-chose. Tu vois, c'est comme quand je lis ah, c'était pas le Team Liquid d'escrime. Bah, gros, c'était pas le Top eSport d'escrime non plus. Hein. Ton micro est coupé, Zab? Oui, on On t'entend plus, là. n'entend plus Zab qui a perdu. Non, toujours pas. Alors en plus, c'est vraiment pas chill. C'est bon. Ah, c'est bon. Je me suis juste mis sur mon micro-casque. Ok, J'ai un problème de carte ça de fonctionne. son. Ça fonctionne. Moi, je regarde pas le résultat. J'ai arrêté de regarder le résultat parce que je pense que avoir des attentes de résultats, vu qu'on a, si on fait l'observation qu'il y a un monde d'écart, avoir des attentes en termes de résultats, c'est pas du tout réaliste. Par contre, ce que je veux voir, déjà la première chose, c'est que T1 devrait moins chahuter en lane les joueurs de G2 que Gen.G va chahuter en lane les joueurs de Fnatic parce que individuellement, c'est pas du tout le même profil de joueurs. Par contre, collectivement, ils sont très très forts les joueurs de T1. Je veux juste que G2 joue mieux que contre Fnatic au local, c'est tout. Je peux pas leur demander plus, tu vois, objectivement, que de faire des meilleures parties, des meilleures phases de lane et d'aller plus loin dans les games que quand ils jouent contre Fnatic. Parce que ça, c'est une attente qui est réaliste. S'ils sont pas capables de monter leur niveau de jeu, ça veut dire que les games accrochés qu'on a entre G2 et Fnatic au local, c'est pas parce que G2 troll ou prépare ou non, ça veut dire que G2 est au max et ils peuvent pas produire plus que ça. S'ils sont capables, si je regarde une game de j'enlève les indicateurs de nom, je regarde une game G2 T1 et une game G2 Fnatic et je me dis OK, là ils jouent beaucoup mieux dans cette game là, dans la game T1, c'est un succès, ça veut dire qu'on a encore dans le réservoir sous la pédale pour aller peut-être plus loin, mais les résultats, c'est je pense notre pire ennemi. Et c'est une des raisons pour lesquelles on devient court-termiste, on importe juste après nos échecs parce qu'on est frustré de nos joueurs. Je pense que ça crée beaucoup de mauvaises dynamiques. Donc plutôt que regarder ça, est-ce que les 5 joueurs de G2 et dans la suite de la compétition, est-ce que les 5 joueurs de chez Fnatic, ils sont capables de produire du jeu à un niveau supérieur au LEC, peu importe l'adversaire, parce que ça, c'est la promesse peut-être de faire un peu mieux à chaque fois et donc d'arriver vers un succès, peut-être prendre une game puis 2 games et potentiellement après on pourra parler de résultats. Mais on en est tellement loin que s'ils font 3-0 mais qu'il y a des matchs qui sont serrés, et pas parce que T1 joue mal, mais parce que G2 joue bien, moi ça me va. Ok, je pense que c'est une bonne approche. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que Fnatic a mieux joué quand LEC, Mev, toi qui as vu les games? Non, mais je pense que c'est dur. Hein. Genre, dans les stats, Keane est le meilleur joueur à son poste, Chovy est le meilleur joueur à son poste. FaZe, malgré ses playoffs un peu désastreux en LCK, il est pixel actuellement. Donc j'attends mieux de lui que ce qu'il nous a montré en LCK playoff. Et c'est dur. Le meilleur joueur de Fnatic étant Razork. Les liners, tu vois, c'est dur. Donc j'attends qu'il fasse un joueur fort. Ouais, c'est ça le problème, c'est que c'est toujours le décalage de niveau en fait. Si le mec en face est trop fort pour toi, tu dois jouer tes OTP, alors que si t'es plus fort que le mec, tu peux jouer un panel de champions bien plus grand, parce que t'es juste meilleur. Donc c'est pour ça, parfois la créativité de draft de G2, moi ça me, en tant qu'ancien coach, bah oui mec, très bien, mais mon joueur il joue 3 champions contre le tien. Le tien il en joue 15. T'as le choix, tu vois, t'as un panel de choix, t'as plus de cartes, t'as plus de choix, t'as plus de réponses. Bon. C'est un petit peu ce qu'on le problème, c'est que ça s'inverse à l'international, quoi. C'est un petit peu ce qu'on a vu d'ailleurs dans le BO sans spoiler à Zab avec quelques pics sortis par Gen.G. Je pense à Canyon dans la game 2 ou Kin justement dans la troisième. Merci. Ils sont capables de jouer plus de champions dans plus de scénarios. Et toi, tes joueurs, ils sont en PLS, tu scrims, ils se font déglinguer, ils perdent confiance. Du coup, tu restreins le champion pool et ensuite, on te dit que tes drafts sont trop rigides. La classique. Faut quand même. Tu te retrouves à draft Alistar dans Lux Lietlin. Et bisous à toi. Voilà.
Bon, écoutez, merci beaucoup, messieurs. On doit en conclure que la citation de 369 qui dit que les équipes occidentales n'ont jamais été aussi fortes, bon, faut peut-être pas trop le prendre. C'est peut-être l'écart. Oui, mais paradoxalement, peut-être que l'écart n'a jamais été aussi important lui aussi. Donc, ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'il faut. Il faut peut-être pas le prendre au pied de la lettre et voir un petit peu ce qui se passe autour. Merci à vous, à tous les deux, c'était très intéressant de vous entendre sur ce sujet et d'avoir cette discussion sur ce sujet. Zab, je te laisse du coup aller regarder les moi je vais partir en live. Un petit live. Bon live à toi. Merci encore d'être passé. Mephisto, bonne soirée, bon décryptage si jamais tu Merci beaucoup. Et puis écoutez, je suis sans doute passé sur le stream de Zab, pas les premiers minutes, je suis allé manger. Mais tu me diras si tu penses que le game est genre juste fonctionnellement genre est-ce que je suis pas un no match sur les 3 lanes en même temps. Enfin, je sais pas. Tu verras ça. C'est pas grave. Tu vois, moi, je vais regarder ça avec bien. Faut juste rester bienveillant vis-à-vis des joueurs. Je me souviens d'avoir regardé une game de Peanut et genre, je te jure, il va top lane, il dive le mec, il va mid, il tue le mec, il force le flash, il tue le mec, et il va bot, il dive le mec. C'est une genre LFL. C'est pareil. Oui, c'est juste que mec, c'est lane gagne, genre. C'est comme ça. Hein. Et il clear et en fait, il a un camp de plus qui est le laner adverse. Ouais, il fait 3 camps, il dive top. Après, il vient, il push le mid avec le mid, il fait le raid, il va dive le bot, il revient, il fait ses 2 camps raid, il reset, il va dive le top et tu dis, mais quel jungler. Mais c'était incroyable. C'est facile. J'avais ressenti la même chose, c'était genre il y a fort longtemps, je crois que c'était en 2016 ou 2017, je sais plus, où j'avais joué contre Team Liquid aux IEM Gyeonggu avec mon équipe turque, et je te jure que du coup je jouais contre Rainover, il avait son Olaf, il a fait un gank bot, puis il avait traversé la map, il avait gank mon midlaner, puis ensuite il avait tué Buipo au top. Genre voilà, c'est comme ça. Ouais. C'est bon. Je sais pas. Soit. Merci encore en tout cas Paul et l'équipe et Corentin pour l'invite, c'était vraiment très sympa. Non, on va essayer de refaire ça, peut-être pas pendant ce MSC, on verra, on fera peut-être un bilan à la fin qu'on a prévu de faire, peut-être avec Romain Bijard d'ailleurs qu'on avait invité au début pour qu'il nous parle de comment G2 a abordé différemment les choses. Il voulait garder des petits secrets de cuisine, de fabrication, on en parlera probablement avec lui à la fin, ce sera intéressant avec le résultat de G2 de mettre tout ça en perspective. Merci beaucoup à tous les deux, très bonne soirée à vous. Nous on va rester avec Corentin pendant une petite dizaine de minutes, éventuellement répondre à quelques questions. Donc écoutez, on vous dit à la prochaine, Zab, Boutine, Mephisto. La synthèse, le replay sera disponible sur YouTube assez rapidement, probablement demain. Et la synthèse un peu à l'écrit sur le site de l'équipe, a priori demain soir, si je dis pas de bêtises, mais il faudra que je l'écrive. Merci encore et à très vite à tous les deux. Ciao. Ciao. Au revoir. Hop. Alors Corentin, je t'ai plus dans le... Oui, alors de toute façon, il faisait de plus en plus nuit chez moi, donc ça devenait complexe. Non, mais je peux te remettre, parce que j'ai réussi à... Je fais des transitions extraordinaires, là, ça y est, je commence à... Voilà, hop. Non, je l'ai pas fait tout à l'heure avec Zerator, parce que j'ai un peu paniqué, j'ai cut assez vite, il n'y a pas d'autres mots. On voulait juste prolonger cette fois le live d'une petite dizaine de minutes pour en faire un petit bilan et éventuellement répondre à quelques questions et puis avoir vos retours sur cet échange. Personnellement, je sais pas ce que t'en penses, Quentin, j'ai trouvé ça très intéressant. Très intéressant, mais si on a finalement peu parlé du MSI. Oui, en soi, mais c'est aussi... c'était aussi un petit peu le but, parce que... Comment dire, on part d'un constat assez pessimiste qui est lié au résultat de Fnatic, même ce matin, mais même au résultat que ce soit de FlyQuest ou de l'Occident en général, de l'Europe et de l'Amérique du Nord ces 2 dernières années, on va dire, même au-delà de ça, mais surtout. Et du coup, c'était quand même assez intéressant de voir, d'essayer de questionner les chances de l'Europe tout en allant un peu plus loin, essayer de questionner aussi le niveau, est-ce qu'il faut changer, quoi. Je trouvais ça intéressant. Après, bon, c'était ni le sujet de l'émission, puis Zab n'avait pas complètement vu les games de Fnatic, donc on ne pouvait pas trop en parler. Mais je trouve quand même que on a beaucoup parlé de l'early game, alors qu'il y a quand même eu des moments concrets où Fnatic s'est retrouvé en position de mid-game, même début de late game, à pouvoir prendre des fights à peu près dans des situations de gold pas critiques non plus. Donc c'est quand même la preuve que, bon après, est-ce que Genji était à fond, on ne sait pas, mais qu'il y a quand même des situations, des angles dans lesquels tu peux te retrouver à au moins arracher des games
et à pas perdre 3-0, donc ça laisse un peu d'espoir pour G2. Globalement, l'émission était très pessimiste. Oui, mais parce que le constat global... bien sûr, mais... en fait, le truc, c'est que c'est un peu ce qu'on disait en début d'émission, il y a un peu ce sentiment qu'on a vu peut-être le meilleur Fnatic possible, ou l'un des meilleurs Fnatic possibles, et qu'en face, Gen.G était pas forcément au max, ils entraient dans la compétition en plus, contrairement à Fnatic. Et même sur les drafts, on a l'impression que Gen.G s'adapte un peu presque en direct à ce que lui propose Fnatic, et en fin de compte, ça fait quand même 3-0, quoi. Et la première et la troisième game, c'est 27 minutes, si je dis pas de bêtises, peut-être un peu plus la troisième, mais... Donc je pense que ça faisait un bon contexte pour essayer de creuser un peu cette question du... oui, on est obligé d'avoir un constat un peu pessimiste, parce qu'en fait, et c'est pour ça que c'était très intéressant d'avoir cet échange, parce qu'il y a beaucoup de choses à changer ou à faire évoluer, et j'aime beaucoup cette idée de changement de paradigme, mais qu'on avait appelé un petit peu déjà à la fin des derniers Worlds, mais c'est quelque chose qui prendra malheureusement beaucoup de temps, quoi. Mais ouais. En plus, on n'en sera que plus agréablement surpris s'il y a miracle vendredi, tout en sachant qu'il y a un loser bracket, donc une victoire n'est que relative. Mais... Non, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même vraiment beaucoup de choses intéressantes qu'on va essayer de synthétiser dans cet article. Je pense que il y a beaucoup de pistes, il y a beaucoup de choses concrètes sur lesquelles s'appuyer pour se dire, en fait, voilà ce qui nous sépare aujourd'hui de l'Asie qui ont été évoquées, et je pense que c'était une bonne chose d'aborder tout ça avant l'entrée en liste de G2 et ce MSI, quoi. Je sais pas s'il y a des questions éventuellement dans le chat. Peut-être que ce qu'on peut dire, en attendant que les questions arrivent, pour ceux qui sont encore là, c'est aussi que, a priori, ce format de débat, alors on en avait un peu fait pendant les Worlds, mais est amené à revenir de manière plus régulière sur la chaîne. Tout comme pour ceux qui étaient là à 14h, les interviews avec Zerator. Maintenant, ça va être un peu un objectif d'arriver à faire des grosses interviews un peu régulièrement sur la chaîne Twitch. Donc voilà, si vous n'avez pas encore follow la chaîne Twitch de l'équipe, faites-le, parce qu'il devrait y avoir de plus en plus de contenu à venir. Et j'en ai déjà parlé dans un live précédent, il y aura une grosse émission en plateau on devrait annoncer incessamment sous peu, et ce sera en plateau, ce sera un débat à l'ancienne, comme on faisait à l'époque, l'équipe e-sport. Donc il va y avoir plus de choses sur cette chaîne. Et oui, Pyros, bien sûr, annoncer plutôt ses émissions, les échanger avec Zerator, le faire de la bonne manière, avec les visuels, etc. C'est juste qu'on n'a pas la main sur tout. Malheureusement, on peut pas tout faire nous-mêmes. C'est des choses sur lesquelles on appuie en interne. Mais ça viendra. Pour l'instant, on le fait de manière un peu... c'est de la bricole, entre très gros guillemets, bien sûr, hein. Mais on se dit que ça pose un peu les bases. Nous, ça nous familiarise aussi avec ce genre de rythme, etc. Parce que derrière ces émissions Twitch, nous, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire des articles. Faut aussi qu'on les mette les replays sur YouTube. Mais à terme, on a envie de faire en sorte que ça se passe bien. Il y a aussi cette question du géoblocking. Alors évidemment, ils peuvent pas m'entendre, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais on est bloqué un peu par quelques règles, disons, du fait de la diffusion d'événements sportifs sur cette chaîne de temps en temps, de géoblocking. On va peut-être le faire tomber, on aimerait bien. Donc voilà, on verra. Et puis oui, ça va s'affiner. On va prendre le temps de bien annoncer en amont avec les bons visuels, de faire en sorte que les gens soient au courant et puissent venir. C'est aussi pour ça qu'on fera attention à bien mettre les replays aussi sur YouTube pour annoncer, pour habituer un peu les gens à ce genre de contenu. Et puis voilà, je pense que... Mais la remarque est bonne et on en est conscient. Oui, non, bien sûr, on en est tout à fait conscient. C'est du rodage, mais ça va arriver. Ce qu'on veut dire, c'est que le faire sur Twitch, pour nous, c'est le bas d'une sorte d'échelle, d'une pyramide où
haut le socle d'une pyramide, où le haut, ça reste quand même la publication d'un article sur le site de l'équipe, et où le milieu de cette pyramide, c'est le replay sur YouTube. Donc voilà, on est encore au balbutiement. En fait, cet échange qu'on a eu tout à l'heure avec Zerator ou qu'on a eu là avec Zab et Mephisto, on l'aurait eu en temps normal juste pour un article, mais ce qu'on s'est dit, c'est que c'était dommage de se priver d'aussi exister sur d'autres plateformes avec peut-être plus de choses, des échanges plus exhaustifs. Et donc c'était probablement la meilleure manière de le faire. Et voilà, c'était une journée, disons, un peu test. On sait sur quoi on doit évoluer. Mais il y aura des choses plus tard qui seront plus carrées pour continuer d'apporter alors, parce que je pense que dans le fond, il y avait la qualité était là, que ce soit tout à l'heure ou avec Zerator ou avec sans je lancer trop de fleurs, hein, bien sûr, ou avec Zaboutine et Mephisto. Et c'est ça qu'on veut apporter aussi. On l'espère, cette qualité entre guillemets. Dans la manière de travailler autour de ces sujets-là et sur des formats nouveaux. Je pense qu'on a fait le tour. S'il n'y a pas plus de questions, écoutez, merci beaucoup d'avoir été là. Merci Corentin. Faire le point sur les papiers à venir si jamais. On peut faire le point sur les papiers à venir, bien sûr. Il y aura donc demain la synthèse un peu de cet échange. J'oublie rien, c'est demain, il n'y a rien de ton côté. Il y a l'interview de Valorant et il y a une interview de Zeiss. C'est ça. Ouais, il y a une interview de Zeiss qui vient de sortir pour les fans de la PC si jamais. Interview de Zeiss. Dans le chat si jamais, c'est cadeau. Tu l'as tweeté ou pas? Pas encore, puisque elle est sortie en plein pendant l'émission. Ok, eh bien écoutez, allez retweeter l'interview de Zesh, allez la lire si vous êtes des fans K-Corp ou juste des fans de Valorant. Ou pas d'ailleurs, allez la lire tout. Il y a plein de choses intéressantes sur le format notamment, donc je pense que. Très bien. Je pense que vous pouvez y trouver votre compte. On va laisser Corentin la partager et continuer. Et on retweetera tous ensemble. C'est un engagement. Oui, donc demain cette synthèse-là, et puis ensuite, pour ma part, vendredi matin, il y aura l'interview, enfin vendredi midi plutôt, il y aura l'interview de Zerator avant le début de la Zilan. Voilà un peu le programme pour cette semaine. Toi, de ton côté, après il y aura le suivi des compétitions ce week-end. Toi, de ton côté, à part Zesh, dans les tuyaux, ce sera plutôt pour la semaine prochaine et les suivantes. Exactement. Ouais, avec du lourd activé. Des gros dossiers, oui. La cloche. Très bien. Et bien voilà, n'hésitez pas à aller consulter la rubrique e-sport de l'équipe et tous les contenus d'ailleurs produits par l'équipe sur le site. Il y a plein de choses si vous êtes supporter du PSG, en ce moment notamment, malheureusement, mais des décryptages tactiques. Il y a l'arrivée de la flamme également olympique à Marseille. Si vous n'aimez que l'e-sport, vous pouvez aller sur la rubrique et voilà, l'interview de Zesh notamment est disponible, mais avec tous les contenus. Récemment, qu'est-ce qu'on a fait? Des choses sur Rocket League également. Toujours beaucoup de choses sur League of Legends aussi, donc n'hésitez pas. Voilà, c'est comme ça qu'on conclut cet échange, ma foi, très riche. Merci beaucoup, Corentin. Merci à tous dans le chat. Et puis, écoutez, à très très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne Twitch de l'équipe. Merci beaucoup et bonne soirée. À bientôt.